on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de Paroles de Naturo. Donc c'est une série de lives que j'organise pour donner la parole à des naturopathes et parler des différentes thématiques du métier. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler de réductionnisme et d'holisme, qui sont deux philosophies, et on va voir en quoi elles sont réconciliables, notamment dans le domaine de la naturopathie. Donc, avant de rentrer dans cette thématique, ce que j'aime bien faire avec les invités, c'est de leur donner la parole déjà pour se présenter, pour nous expliquer comment ils sont arrivés sur la naturopathie. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, François Benavente, naturopathe. Je suis arrivé à la naturo par rapport à la santé de mes proches. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été en pleine santé et contrairement à beaucoup de naturaux, je me suis rendu compte, comme tout le monde, qu'en tapant des fois le nom d'une maladie sur YouTube, Instagram, on arrivait à tomber sur des vidéos qui nous parlaient plus de la maladie, mais de l'ensemble des choses qui étaient à prendre en compte dans l'hygiène de vie et qu'en quelques semaines, on arrivait parfois à avoir de véritables miracles. Et c'est ce que j'ai expérimenté sur les proches de gens avec qui j'avais l'habitude de côtoyer ces maladies. Et on arrivait sur des fibromyalgies, sur des scléroses en plaques, sur des polyarthrites rhumatoïdes à des résultats incroyables. Et voilà, et je me suis intéressé à ça et je me suis lancé dans la nature. D'accord. Plus pour Et les autres toi, que pour moi. et toi, au niveau perso, t'avais déjà appliqué des règles de naturo dans ton hygiène de vie au quotidien, ou t'as fait évoluer des choses aussi en creusant, en apprenant tout ça? Moi, mon cheminement était différent, c'est-à-dire que à la base, j'étais vraiment le gros qui faisait pas sport, qui jouait aux échecs, qui avait pas une super hygiène de vie. Et je suis arrivé à 20 ans à bosser en Amérique du Sud, au Brésil, où je me suis retrouvé du jour au lendemain dans un surf camp, à travailler avec des sportifs, des gens qui mangeaient bio, qui allaient surfer, qui vont bord de la mer, et qui m'ont dit, toi le gros, viens avec nous, tu vas faire du sport, tu vas bouger, tu vas aller au soleil, et tu vas voir, ça va bien se passer. Et c'est ce qu'on a fait, et ça m'avait fait du bien à 20 ans, ça a été une vraie révélation. Et après, quand je suis arrivé en France pour bosser, on m'a filé un banc de muscu basique avec 120 kilos de fonte Décathlon et je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait ce que doit faire toute personne débutante. J'ai commandé des livres, j'ai commencé à m'intéresser. Et quand tu mets le doigt dans l'engrenage, bah tu te fais entraîner petit à petit. Tu te rends compte que de la musculation, tu es obligé d'aller à l'alimentation, après à tout ce qui va être récupération, bain froid, récupération active. Et puis c'est là où maintenant j'en suis arrivé à un mode de vie où la naturopathie m'a aidé à comprendre des choses, surtout d'un point de vue récupération active. Et d'ailleurs, moi, ma pratique préférée en naturo, même si j'en ai pas le physique, c'est l'activité physique qui est dans le top 3 de notre pratique naturo, quoi. Ouais. Ouais, donc là, ce que je perçois, c'est beaucoup de curiosité. C'est ça qui t'a fait avancer finalement sur ce chemin-là. J'aime bien poser la question aux gens que je reçois quels sont les trois outils naturopathiques qui illustrent le mieux leur pratique. Parce que c'est vrai que naturopathe, c'est un métier où il peut avoir des grandes différences de pratiques, d'outils. Est-ce que tu peux nous donner voilà deux ou trois outils qui sont pour toi vraiment symboliques de ta façon de voir la naturopathie? Alors moi, l'outil numéro un, c'est l'anamnèse. C'est-à-dire que on nous bassine en fait à nous parler que d'analyses sanguines qui sont finalement juste un prisme de vue d'un instant T. Mais finalement, quand on a une personne en face de soi, l'anamnèse, c'est-à-dire le questionnement, le rapprochement des symptômes, que ce soit physique, psychologique et autres, énergétiques, nous amène souvent à plus, on va dire, plus de vues sur la problématique. On arrive à élargir les différents piliers de santé qui n'ont pas été respectés autour de la maladie. Et l'anamnèse, pour moi, est vraiment un de mes chouchous. J'ai eu la chance de faire un stage avec Christian Brun. Et lui, c'est vraiment un pro de l'anamnèse. Et je m'en suis énormément inspiré. Chaque personne qui vient en consultation, je lui fais remplir un questionnaire qui demande 40 minutes à remplir, où je vais être sur mon deuxième outil. Donc, je vais pas spoiler. Avec ce questionnaire, du coup, j'arrive à avoir plus de questions et pas plus de réponses sur une personne. Donc, pour moi, l'anamnèse va être vraiment au cœur de ma pratique. Je suis très scolaire, tu vas voir. Euh, Et mon deuxième, c'est un questionnaire que tu envoies en amont de la consulte. en amont, j'envoie ce questionnaire et je préviens, attention, ça prend 45 minutes et je m'intéresse pas aux questions dans le détail.
mais plutôt comme un nombre de points à certains aspects de mon deuxième outil qui me correspond, c'est-à-dire l'équation de Marchesso, l'équation de santé de Marchesso, qui pour moi rentre dans mon prisme de vision de chaque client. Ça a été la première page de mon premier cours de naturo à l'école et ça a été aussi la première page des 80 livrets de Marchesso, cette équation-là, et les gens font trop rapidement l'impasse de cette équation. Mais finalement, quand vous l'avez maturée, compris, il vous faut une vie entière pour la maturer, cette équation. Et ça, je pense que ça fait partie de ma pratique. Et le troisième outil qui me correspond vraiment, c'est de ça où je vais pas faire de teasing, ça va être, nous on appelle ça en naturo des bilans d'hygiène de vie, parce qu'on n'a pas utilisé le terme sémiologie, mais le fond exprime la forme, tout ce qui va être du coup rides, cheveux, éclat de l'œil, type de cerne, les ongles. J'observe à fond les personnes. J'observe à fond les personnes. Le fond exprime la forme. Et des fois, juste en regardant une personne, la scrutant sous toutes les coutures, on arrive à choper des informations incroyables. Mm. Voilà, je suis très scolaire. Ouais, donc c'est vraiment les bases, on va dire, old school de la naturo, l'anamnèse Au, super poussée et au, l'observation aussi des. au school, mais pas tant en fait. C'est-à-dire qu'on garde C'est pas, l'état c'est pas, d'esprit. ouais, c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est plutôt un Ouais, compliment. ouais, bien sûr. Mais ce que je veux Ouais. dire, c'est qu'on garde l'état d'esprit, les Mm. bases qu'avaient déjà compris les anciens, et on adapte avec des outils beaucoup plus modernes. C'est-à-dire que dans euh, l'anamnèse, toutes les questions que je vais apporter vont être celles, par exemple, de la clinique Hertog pour l'aspect glandulaire. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, mon questionnaire que j'ai fait en patchwork reprend l'équation de Marchesso. Dans mon questionnaire, j'ai vraiment la partie glandulaire avec un prisme de 5-6 types hormonales qu'on a dans le questionnaire TOG que j'ai raccourci. J'ai une partie du questionnaire de Breverman qui donne en fait une idée d'un point de vue neuro, avec 4 neurotransmetteurs, 2 inhibiteurs, 2 excitateurs. Ce questionnaire, il est incroyable parce que c'est un outil où l'aspect nerveux, actuellement, on a du mal un petit peu à le sentir, à le toucher. Et après, il y a l'aspect émonctoriel et l'aspect terrain que j'ai piqué plus à Christian Brun et à d'autres naturopathes. Et du coup, mon questionnaire rejoint mon équation de Marchesso. Ouais. Voilà. Moi, je fonctionne pareil aussi. J'ai un questionnaire c'est un questionnaire qu'on façonne dans la durée, hein, parce que je sais pas pour toi, mais moi, c'est un outil qui évolue en fonction de ce que je peux percevoir, des nouvelles études que je peux trouver. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est amené à évoluer et à s'affiner aussi avec la pratique, quoi. C'est clair. Moi aussi, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à le faire évoluer, mais ça demande tellement de travail. Déjà, il m'a fallu, je crois, 45 heures de travail pour le faire. Ouais, non, mais c'est monstrueux, ouais. Ouais. Et après, il faut formuler les questions de la bonne manière pour que les gens ce soit assez simple et compréhensible. Enfin voilà. Sur l'alimentation, des fois, on peut avoir des surprises. Ah mais non, mais j'avais coché ça. Oui, mais c'est l'inverse que ce que vous faites, c'est l'inverse que ce que vous avez coché. Enfin, donc, il y a tout un travail aussi de formulation qui est hyper important pour que ce soit accessible. Là, je suis en train Bon, de retravailler sur un deuxième questionnaire, d'ailleurs, pour les suites de consultation, juste sur l'aspect micronutritionnel. Il faudrait que je le mette en place, je pense, prochainement au cours de l'année. Bon, ouais. c'était une petite aparté. Ok, bah merci pour ces éléments. On a pas mal de choses à se dire, donc je te propose de basculer sur la thématique. Donc, on va parler de réductionnisme et d'holisme. Et avant de commencer notre discussion, il me semble important de pouvoir repréciser pour ceux qui nous regardent ces deux termes-là. Donc, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'holisme et sa place dans la naturopathie? Alors, oui, je vais élargir la question du holisme pour que les personnes puissent savoir un petit peu comment se place le naturopathe. C'est-à-dire que la naturopathie n'est pas à la base un système lié qu'à la santé, c'est un projet sociétal, c'est un projet civilisationnel, c'est dur, de civilisation, un projet de civilisation, un projet où finalement on replace l'homme au sein de son environnement au sens le plus large possible. Il y a vraiment un savoir très ancien derrière la naturopathie, on peut remonter vraiment à que ce soit chez les Grecs avec Pythagore, que ce soit même plus vieux à l'Inde.
nous sommes vraiment sur une philosophie de vie. Et le holisme s'inscrit typiquement dans cette philosophie. C'est-à-dire que moi, ma définition personnelle de la naturopathie est vraiment dans cette optique de holisme. Pour moi, c'est un enseignement replaçant l'individu au centre de ses besoins physiologiques et naturels. Donc, quand on aborde une pathologie, finalement, on a trop tendance à mettre le nez sur cette pathologie et à ne pas voir finalement le non-respect des règles de la nature. Ça, je reprends une expression qui n'est pas de moi, qui est de Lindlar, qui avait montré une sorte d'arborescence avec des racines, que la maladie n'était que finalement le fruit de ces racines de non-respect de nos besoins physiologiques et naturels. Et le holisme correspond finalement à comprendre cette dynamique du vivant. Le vivant n'est pas mécanique. On ne peut pas avoir une vision purement mécanique comme une voiture où on dit voilà, c'est le filtre à air, là, c'est ceci, c'est cela, parce que le corps est beaucoup plus résilient. Il n'y a jamais un système qui lâche, c'est toujours en fait une fragilité sur la longueur qui va fragiliser un ensemble de systèmes. Et au bout d'un moment, le système, on va dire, le plus utilisé, le plus fort, sera celui qui sera le plus mis à mal et c'est celui qui fera euh, sens à la pathologie en premier. Voilà. Mm. Ouais, donc là, tu viens de parler d'une approche mécanique. Et cette approche mécanique, c'est le réductionnisme. Mhm. Donc, si on revient à la base du réductionnisme, c'est Descartes qui, au XVIIe, explique en fait la matière et les systèmes à travers la somme de leurs parties. Donc, cette approche-là, ça a donné en alimentation, un aliment, c'est égal à la somme de ses nutriments. Et après, de manière plus générale, au niveau du corps humain, un corps est constitué de systèmes, qui est constitué d'organes, qui est constitué de tissus, qui est constitué de cellules, qui est constitué d'organiques, qui est constitué de molécules, d'atomes, de particules élémentaires. Enfin voilà, c'est le côté très arborescent et très schématique. Donc c'est une vision qui prédomine en termes d'approche scientifique, puisque on va retrouver cette logique d'équation, c'est 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est une vision réductionniste. Donc, la somme est égale, le tout est la somme des parties. Dans ce qui est, dans ce qui est les sciences de la vie, le 1 plus 1 égale 2 ne fonctionne pas, en sachant que la différence, c'est que 1 plus 1, entre le 1 et le 1, il y a un lien, et ce lien, il peut être une synergie, donc il va créer 1 plus 1 égale supérieur à 2, ou peut être un antagonisme, donc 1 plus 1 elle peut être inférieur à 2. Et donc cette subtilité-là, c'est malheureusement on la retrouve pas forcément aujourd'hui dans beaucoup de disciplines scientifiques, puisque c'est le réductionnisme qui prédomine. Et Et, et, et vas-y. historiquement, c'est quelque chose qu'on a toujours vu, parce que soit l'école de Cnide, qui était déjà en opposition finalement avec Hippocrate, déjà bien avant Jésus-Christ, ou jusqu'à Santorius au Moyen Âge, qui était le mec par excellence, qui était dans cette dynamique mécaniste. C'est-à-dire, je crois qu'on appelait ça des médecins mécaniques à la base, qui avaient complètement voulu rendre, pas cartésien, c'est la même époque, mais rendre mathématique finalement la problématique de la santé, où pour lui tout était finalement qu'équation. Là, finalement, c'est le réductionnisme, c'est quelque chose qui plaît, quelque chose qui rassure, parce que on fait toujours appel à une notion cartésienne. On vous dit, c'est prouvé scientifiquement, c'est cartésien, c'est scientifique. Seulement, à chaque fois, ce n'est qu'un petit cliché de la grande photo en général. C'est-à-dire que quand on voit par exemple PubMed, je sais que toi, comme moi, on va l'utiliser de temps à autre, mais on aura un prisme de lecture qui sera différent. Euh, PubMed, c'est une plateforme de recherche scientifique, le Google des études, où chaque étude est validée scientifiquement. Et si, par exemple, je vais vous donner un exemple clé qui va être simple pour tout le monde, je tape homéopathie dessus, je vais avoir 10 000 études, je vais en avoir 2500 qui vont me dire ça marche, 2500 qui vont me dire ça marche pas, et un tronc de 5000 qui vont me dire on sait pas. Et tout dépendra finalement du prisme de lecture, de qui a payé et de ce qu'on voudra mettre en avant. Voilà. Ouais. Et c'est, enfin voilà, c'est ce qui est intéressant dans ça, c'est
c'est de voir que ces deux approches elles existent et qu'elles peuvent cohabiter. Et notamment, ce que moi j'apprécie dans les contenus, dans les publications que tu peux faire, c'est que j'ai la sensation que tu as réussi à faire le grand écart justement entre cette vision holistique propre à la naturopathie et aux bases de la naturopathie, et en même temps, tu nourris ton intérêt, ta curiosité pour les compréhensions physiologiques de ce qui se passe dans l'organisme. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà comment toi tu arrives à justement faire ce grand écart? Alors, c'est une très bonne question et un sujet qui va être vraiment pertinent. Euh, c'est que pour toute personne, en fait, qui va être intéressée par creuser la micronutrition, des thématiques scientifiques de santé, peu importe la direction pour laquelle vous vous orientez, il faudra toujours, en fait, mûrir la question holistique et avoir cette casquette, ce prisme de vue que l'ensemble de la problématique que vous allez aborder ne dépend jamais d'un mécanisme, mais d'un ensemble de mécanismes. Et en fait, c'est ce qui m'a aidé. Par exemple, j'adore les livres de micronutrition. C'est vraiment quelque chose qui m'apprend, enfin, qui me prend beaucoup de temps dans ma pratique, dans ma lecture. Mais quand je vois écrit, tiens, telle vitamine amène à telle synthèse et bon pour telle fonction, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je le traduis avec une casquette d'hygiéniste. Ça veut peut-être dire que il faut que je mange des légumes, qu'il faut peut-être, parce que c'est riche en vitamines B1, B2, B3, B6, B9, peut-être que ces légumes doivent pas être cuits parce que la cuisson va perdre une partie de ses, va dénaturer ces vitamines. Donc, je vais revoir finalement la part du cru, la part du vivant dans mon alimentation, la source alimentaire. Mais je vais pas dire à la personne, tiens, vous avez problème de diabète, il va falloir peut-être prendre certains types de vitamines qui sont bons justement pour l'insulinorésistance, vitamine B1, B2, tout ça. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le réductionniste, finalement, ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alors que la personne qui a cette casquette holistique a pu maturer l'ensemble des problématiques tout aussi cartésiennes, finalement, derrière cette ramification de questions qu'il y a derrière juste une affirmation. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ah, si, mais enfin, si on vient à reparler de la naturopathie de manière un peu plus globale, euh, moi j'ai l'impression qu'en voulant intégrer le modèle de santé, euh, d'une certaine manière, ça l'a poussé à adopter des codes du réductionnisme et peut-être à oublier certains principes qui sont passés en second plan, qui sont propres au holisme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, effectivement, le fait qu'il y a actuellement un entrain, une envie de vouloir médicaliser le monde naturopathe nous amène finalement à des générations qui vont moins lire et plus s'intéresser à toutes ces questions de micronutrition, d'evidence-based, et qui vont complètement faire l'impasse de cet aspect euh, cadre de vie en règle générale et des autres intercations. Par exemple, on voit en ce moment de nouveaux chevaux de bataille, des nouvelles maladies, c'est moche à dire, comme le SAMA, des choses qui existent avec des gens qui souffrent derrière, mais finalement, on va s'arrêter à la partie symptomatique en mettant une belle étiquette sur la maladie et on va pas, que ce soit le médecin ou l'hygiéniste, parler justement des fondamentaux non respectés, des piliers de santé. Et la partie holistique, que ce soit le naturopathe. D'ailleurs, le mot holistique, vous savez, me plaît pas terriblement. Enfin, je n'aime pas spécialement ce terme, même s'il est complètement juste, parce qu'il renvoie à quelque chose d'un petit peu années 70, un petit peu hippie et autres. J'aime bien la notion d'intégratif. Intégratif. Je trouve que le mot déjà fait un peu plus sérieux, que ce soit médecin ou naturopathe ou autre, et montre une certaine maturité de la question, de ces piliers. Et la personne, justement, qui va faire du réductionnisme, pour moi, il y a deux types de personnes qui vont faire du réductionnisme. La personne qui ne maîtrisera pas finalement l'ensemble de la problématique, qui ne l'aura pas mûri, ou la personne qui voudra tirer la couverture médiatique de son côté et montrer qu'elle détient la vérité. Moi, je pense à Repeat aux États-Unis, par exemple, où on a cette démagogie du réductionniste, où on essaye de vendre quelque chose, une molécule,
ou sa vérité, sa propre vérité. J'en profitais pour expliquer un petit peu deux, trois petites choses. Je voulais donner des outils pendant que ta connexion s'embêtait. Qu'est-ce que voulait dire vraiment le terme holistique? Qu'est-ce qu'on a intégré? Parce que depuis tout à l'heure, on est sur des termes assez larges et vagues qui, pour nous, sont clairs, mais pour le public, je voulais justement les matérialiser. Et je renvoyais du coup à l'équation de Marchesso pour essayer d'éclairer la pensée. Et je disais que quand on parlait de pensée holistique, on regardait un petit peu cette adaptation nerveuse et glandulaire, qui sont un petit peu les deux moteurs d'adaptation de la personne. On regardait le terrain, qui constitue finalement le liquide où baignent nos cellules. Ça paraît stupide, mais un petit peu que vos cellules baignent dans un liquide et que ce soit l'environnement acide, la balance acido-basique, la balance oxydative, la balance colloïdale. Ces mesures détermineront vraiment la qualité de ces liquides où baignent vos cellules, donc l'interaction des cellules les unes les autres. Ça paraît stupide, mais c'est un frein à l'adaptation. Et comment nettoyer ce terrain? On regarde tout ce qui va être émonctoire, tout ce qui est qualité de la peau, qualité d'élimination, la respiration qui est au niveau des éliminations légères, la transpiration qui est pour nous une des marges de progression les plus grandes en naturopathie. Ça, ce sont nos outils naturaux. Je pense typiquement au diaphragme. Il y a plein de maladies où, si on n'évoque pas la problématique du diaphragme ou de la transpiration, on passera à côté de choses. Nous, en fait, en naturopathie, ça part dans tous les sens parce que votre cadre de vie amène finalement à ce mécanisme de physiopathologie petit à petit, et il y aura différents points à travailler sur ce cadre de vie qui, à chaque fois, sont reliés à des phénomènes biologiques. Bon, voilà. Je voulais revenir sur un truc que tu as dit. Tu disais que tu n'étais pas à l'aise avec le terme holisme et que tu préférais la notion de médecine, d'approche intégrative. Et en fait, moi, le terme holisme, il me dérange pas. Et plutôt que imaginer une approche intégrative qui, à mon sens, est presque un espèce d'entre-deux qui est pas satisfaisant. Je trouve ça plus intéressant de garder cette polarité, holisme et réductionnisme, mais de faire l'exercice de passer de l'un à l'autre en permanence. Et ça, je trouve ça plus enrichissant et plus vitalisant dans l'approche que d'essayer de faire un entre-deux. Parce que derrière le terme intégrative, c'est le truc qu'on rabat, dont on parle tout le temps en naturopathie, et j'ai l'impression que c'est essayer de trouver un consensus mou sur une façon de faire les choses. Alors que finalement, garder cette polarité holisme et réductionnisme, ça nous oblige tout le temps à être dans une forme de déséquilibre. Mais tu sais bien, la marche, c'est un perpétuel déséquilibre. Je trouve ça plus intéressant, en tout cas d'un point de vue évolution, remise en cause et dynamisme quelque part. C'est une excellente approche. Et tu as mieux maturé la question que moi. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Complètement. Bon, c'est cool. Je voulais qu'on évoque aussi le risque quelque part de pousser toujours plus loin au niveau du réductionnisme. Et là, je parle plus précisément de certaines tendances que je peux voir aussi en naturopathie. Quelque part d'aller presque sur de la médecine fonctionnelle, passer beaucoup de temps à analyser les bilans, passer beaucoup de temps à demander des informations complémentaires, des choses de plus en plus pointues, ce qui va derrière donner aussi des fiches de conseils qui sont très complexes, avec beaucoup de molécules, beaucoup d'isolats. Est-ce que toi, t'as pas cette sensation que il y a un risque de tendre vers ça, et le risque, c'est aussi de créer de la confusion et donc quelque part d'aller sur un terrain un peu glissant? Mais totalement. Et en fait, ce que tu viens de décrire là nous vient, naturopathe entre autres, d'un conditionnement que l'on a depuis petit, dont les écoles de naturopathie nous mettent en garde dès la première année, en nous disant attention, ne pas tomber dans la maladie, et plutôt votre rôle à vous est de vous tourner vers la santé. Une phrase que j'adore, qu'avait du coup dit Paul Carton, il disait que le bon médecin doit chercher l'homme sain derrière chaque malade. Et en fait, le naturopathe fait ça, il cherche l'homme sain derrière chaque malade.
C'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de travailler sur ces piliers de santé. On cherche à créer de la santé et non de la maladie. C'est notre rôle. Les gens ne viennent pas nous voir pour faire des analyses poussées, et pour voir jusqu'à où on peut aller, de tel machin. Truc. C'est intéressant. Ce sont des outils que, honnêtement, je néglige pas. C'est-à-dire que moi, dans ma consultation, elle dure 1 heure et demie. Ça peut arriver que sur certaines personnes, que je passe beaucoup de temps à parler de maladies, à effectivement parler de symptômes, de sémiologie, d'analyse. C'est-à-dire que c'est là où il y a en fait quelque chose de très mince à ne pas dépasser, c'est-à-dire que sur des analyses, je peux mettre des tableaux comparatifs pour montrer en fait les normes santé à une personne, en lui disant bien qu'en tant que naturopathe, je ne suis pas médecin, je n'ai pas interprété les analyses. C'est une couche assez mince à ne pas dépasser, ça paraît bizarre. Parce qu'il y a des personnes qui viennent en consultation et qui ne comprennent pas du tout les mécanismes physiopathologiques de leur maladie. Alors là, on va prendre notre casquette de docere. Docere en latin, ça veut dire j'enseignerai, où on va du coup effectivement parler de la maladie. Mais dans notre façon d'en parler, on va essayer d'en garder toujours une partie pour dire voilà, maintenant, vous avez l'ensemble du mécanisme physiopathologique de la maladie, vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant, on va parler uniquement, exclusivement de comment faire de la santé. Par rapport à ça, on va parler de comment vous bougez, vous marchez combien de temps. Ah bah là, il n'y a peut-être pas assez de marche. Vous avez besoin de marche parce que dans votre mécanisme physiopathologique, on a vu que ceci, cela, cela. Votre activité physique, on a parlé de capital musculaire, on a parlé de métabolisme par rapport à la physiopathologie dont on a passé du temps au début. Maintenant, on va parler de votre capital, on va créer de la santé en parlant de votre musculation. Maintenant, au niveau de votre sommeil, vous voyez, en fait, on est assez pratico-pratique. On va être, du coup, dans le quotidien de la personne à revoir chacun de ces piliers fondamentaux qui vont amener cette personne à se détériorer. Au niveau intestinal, qu'est-ce qui se passe? Ça ballonne en haut, ça ballonne en bas. Y a-t-il une candidose? Est-ce que vous avez la peau qui gratte? On essaye de... Ok, on interprète les symptômes, mais à chaque fois, le but, c'est d'inverser cette logique chez la personne. Et les personnes, chez nous en naturopathie, les clients qui s'en sortent le plus rapidement sont les personnes qui arrivent à se déprogrammer, de ce conditionnement depuis la petite enfance, où on nous dit maladie égale traitement égale comment dire, personnalisation de la maladie. On prend une grande pancarte avec un collier qu'on met autour du cou de la personne et sur cette pancarte, il y a écrit la maladie. Et on dit, je vais aller voir mon cancérologue, je vais aller voir je sais pas, enfin, tous les noms médicaux. C'est-à-dire qu'on a trop tendance, d'un côté, à voir la maladie comme quelque chose de personnalisé et d'imputable finalement à notre cadre de vie, et ça depuis la petite enfance. Mais on ne voit pas derrière l'état de non-maladie. Et c'est ça que j'aime bien avec la naturopathie, c'est ce déconditionnement. Où finalement, quand on voit l'état biologique, si on prend un animal dans la forêt, soit il est en état de santé ou en état de non-santé. Mais il n'y a pas entre les deux. Voilà. Et nous, on essaye de ramener un petit peu en dézoommant, en dégrossissant la réalité. Alors, c'est souvent un peu culpabilisant, faut l'avouer. Mais ça fait partie du processus de guérison. C'est ce mécanisme de résilience où finalement, on accepte sa part de responsabilité, pas sa part personnelle, mais sa part de choix dans l'environnement où on a du coup évolué depuis 10, 15, 20 ans. Et ça fait partie du processus. Quand on crée de la santé, on est obligé de regarder en arrière, voir ce qui a été fait pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est là où souvent on perd une partie de nos clients qui ne veulent pas faire ce chemin. On a beau leur expliquer, on n'est pas là pour être dans le jugement, ni pour vous faire culpabiliser, mais pour vous faire comprendre que si pendant 15 ans, vous avez marché que 1000 pas, c'est normal qu'il y ait une ostéoporose qui s'est installée parce que le mouvement fait partie des clés indispensables pour les mécanismes d'ostéoporose. Donc, on parle de maladie. C'est là où, du coup, je te rejoins tout à l'heure en utilisant cette double casquette. C'est-à-dire qu'on part de la maladie, on explique les mécanismes de la maladie liés à ce que la personne nous a raconté, qu'on a écouté, qu'on a questionné par rapport à cette anamnèse poussée. Dès que la personne a compris les différents mécanismes, là, on pointe du doigt avec elle les différents manquements en termes de piliers de santé.
marche, mouvement, sommeil, balance d'acide gras, fonction hépatique, fonction surrénalienne, thyroïdienne, liée à l'alimentation, liée à cette adaptation peut-être liée à ce mode de vie, etc., etc., etc. Et on lui explique, comme si on avait des petits curseurs, tout simplement, si j'augmente ce curseur de marche, si je réduis ce curseur de stress, si j'augmente ce curseur de lumière, là peut-être par rapport à cette problématique spécifique et par rapport à vous qui vous êtes, votre individualité qui vous est propre, là on arrivera à faire quelque chose. Pas trop parler, ça va? Si, si, non, ça m'amène plein de réflexions et peut-être pour revenir sur des choses un peu plus concrètes. Toi, c'est quoi ton point de vue entre proposer des isolats, donc des molécules Ah oui. isolées, des compléments alimentaires, voilà, sous forme déstructurée, ultra transformée, ou justement dans une approche plus holistique, aller vers déjà de l'alimentation et pourquoi pas aussi des principes actifs qui seraient dans leur forme naturelle. Je pense aux plantes, je pense aux champignons, enfin voilà, la pharmacopée qu'on connaît, quoi. Alors, la question est très pertinente et je vais essayer de structurer la réponse pour la simplifier au maximum. Moi, je pense que le naturopathe ne doit pas s'interdire des molécules de synthèse, mais voir les molécules de synthèse comme un échec aux autres priorités. La priorité avec cette partie hygiéniste, qui correspond finalement à répondre à des besoins naturels avec des outils naturels, le cadre de vie au sens large. La naturopathie, deuxième pilier, c'est répondre à des besoins naturels avec des outils euh, de synthèse. Ça, c'est la définition de Marchesso. Enfin, c'est une explication de Marchesso. Il utilise bien euh, l'adjectif de synthèse. Donc là, on est sur de la luminothérapie, de la musculation. On est sur du non naturel, mais correspondant à des besoins naturels. Musculation, luminothérapie, bain froid, toutes ces choses-là. Et là, de ce côté-là, on pourrait rajouter aussi tout ce qui va être plantes du côté de l'herbalisme. Ces plantes qui travaillent uniquement le terrain et pas des plantes pour travailler des symptômes. Ça, c'est une des définitions de l'herbalisme. Et après, troisième pilier, si on a eu un échec, là, à ce moment-là, on peut utiliser finalement des complexes de vitamines, des complexes de minéraux et autres. Après, il y a des impondérables. C'est pour ça que j'apporte un peu de nuance, comme la vitamine D en hiver, ça c'est un impondérable. Certains types d'oméga 3 pour certaines pathologies ou autres. Mais apporter finalement, quand on m'envoie un message et qu'on me demande, François, dis-moi quel type de vitamine B prendre, François, quel type de vitamine C prendre, là je pense que c'est un échec. Par contre, dans les processus, pardon, je vais essayer à dire, dans les processus de revitalisation, c'est-à-dire quand je suis en haut de mon équation où j'ai la partie glandulaire et nerveuse qui est complètement dans les choux, les super aliments, où là on est sur du totem ou sur des plantes, vont être mais fondamentales. Pareil, mes plantes qui vont travailler sur le terrain, je pense à mon revitalisant hépatique qui est le romarin, je pense à certaines petites plantes diurétiques, je pense à des choses assez basiques, je pense à l'arête des prés, à mes orties, des trucs très basiques seront vraiment fondamentaux. Pas faire ça. T'as dit un mot là, t'as parlé de totem et je pense que c'est quelque chose qui illustre bien cette dimension holistique. Donc le totem, on en parle beaucoup en phyto, euh, c'est-à-dire que l'action de la plante est supérieure à la somme des actions, des principes chimiques qu'on va retrouver dans la plante. Pour vous illustrer ça, moi j'aime bien parler d'une étude qui avait été faite sur le millepertuis. Euh, il- Chimiquement, en fait, initialement, ils pensaient que les propriétés antidépressives du millepertuis étaient liées à l'hypéricine. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une extraction de la plante totale, et après, ils ont enlevé l'hypéricine. Et ils ont regardé sur une population témoin s'il y avait toujours des effets antidépresseurs. Et en fait, la plante, avec l'hypéricine en moins, continuait à avoir une action antidépresseur. Donc ils se sont dit, OK, si c'est pas l'hypéricine, c'est l'autre molécule. Et ils ont enlevé l'autre molécule. Et pourtant, il y avait toujours un effet antidépresseur. Et ils ont fait comme ça une épuration de trois principes actifs de la plante qui étaient censés être les principes actifs qui avaient une action antidépressive. Et la plante continuait à avoir cette action antidépressive. Et là, on voit bien que
la matrice qui porte les principes actifs, c'est-à-dire la plante en elle-même, est vectrice d'information. Et en l'occurrence, pour le millepertuis, a une information qui va dans le sens de l'antidépression, enfin, a une action. On aime bien utiliser le terme de lumière. C'est une plante qui est assez lumineuse avec ses feuilles, ses fleurs jaunes. Ça ramène C'est de la clair. lumière dans l'organisme. C'est Et, clair. et en fait, voilà, la limite du réductionnisme, c'est de se dire, bah mince, en fait, je comprends pas. C'était vraiment ce principe-là qui devait fonctionner sur la dépression. Et en fait, on s'aperçoit que la plante, en l'occurrence la matrice, a une interaction qui est loin d'être neutre sur l'organisme et pour certaines plantes est majeure. Et Et, ça fait, on retrouve exactement la même logique dans les travaux d'Anthony Fardet. Je sais pas si si, tu vois si, qui si, c'est, si, si, si. qui a Avec le travaillé 3V. sur l'alimentation. Et c'est pareil, lui, il a fait beaucoup de synthèses d'études et ainsi de suite. Et il montre de manière très factuelle que la matrice alimentaire est presque plus importante que les nutriments. Donc en fait, en étant uniquement dans une vision ultra réductionniste, on va manger des aliments transformés, mais on se trompe quelque part de route en essayant d'optimiser notre taux de sucre, notre taux de glucides. La base, ça reste, est-ce que notre aliment est dans sa forme naturelle? Et je pense qu'on retrouve ça aussi dans pas mal de choses enfin, voilà, cette logique de santé doit être quand même dans un coin de la tête quand on utilise des plantes, mais même ne serait-ce qu'en s'alimente. Et j'ai trois exemples qui me viennent en tête qui illustrent exactement ce que tu viens de dire. Je vais essayer de les faire rapidement. Quand on parle des études qui vont isoler de l'oxalate et qu'on vous dit attention aux excès d'oxalate au niveau des phases de détoxination, on vous parle d'une molécule isolée, non biodisponible, que le corps ne sait pas forcément traiter, alors que quand on retrouve des oxalates dans des épinards crus, ça n'a rien à voir. On retrouve exactement ça, une matrice complètement biodisponible avec un fond de vitamines, de chlorophylle, etc. Et vous pouvez prendre autant jus de comment on appelle ça, d'épinards que vous les crus ou les mangez crus, vous n'aurez jamais de problème d'oxalate, même pour les gens qui ont des problèmes rénaux. Par contre, cuit, c'est une autre chose, parce qu'il y aura une détérioration de la matrice. Pas, les carottes, en ce moment, je ne suis pas d'accord avec certains collègues amis naturaux sur le fait qu'eux vont avancer, attention, les jus de carottes, ça va être riche en bêta-carotène, et puis ils vous présentent des analyses des méfaits, des excès de bêta-carotène en termes de détoxination hépatique. Et moi, je dis la même chose. Si on dit que la carotte, si on voit que la carotte est la plante hépatique numéro une, c'est que son totum, justement, crée une vasodilatation. Et le foie est un organe, justement, une véritable éponge à sang qui a besoin d'un côté de cette vasodilatation, de l'autre, ce mécanisme de pression lié justement au mouvement de la personne, de son diaphragme et de tout son système musculaire. Bref. Et la carotte, du coup, par son totem, permet justement cette revascularisation, cette circulation des vitamines. La bêta-carotène sera complètement biodisponible. Il y aura des vitamines et plein d'autres choses qui vont permettre justement d'avoir fonctionnement hépatique hors pair et autres. Hein, ça va bien au-delà. Donc attention aux réductionnistes. Ah oui, le troisième point qui est beaucoup plus simple et plus sympa. On avait parlé tous les deux d'une phrase de Robert Masson où il avait été interviewé où il disait en fait attention aux vitamines de synthèse qui ont été élaborées en une seconde à l'échelle industrielle par un système robotique, alors que la nature en fait élaborait ces vitamines au fur et à mesure des saisons, des nuits, des changements climatiques à travers des plantes, avec une intelligence d'adaptation qui permettent vraiment à ces plantes qui ont mûri ces systèmes de survie pendant des millions d'années de nous nourrir et de nous apporter exactement ce qu'on a besoin. Et il y a une véritable sagesse finalement derrière ça, derrière le totem. Cette sagesse, on le retrouve justement via ces millions et millions d'années d'adaptation dont l'homme est le fruit finalement dans son adaptation et son environnement au sens le plus large. Et on revient à ma définition de tout à l'heure. Mm. Ah, c'est une bonne phrase pour conclure ce live, parce que je pense que on a déjà dit pas mal de choses. Moi, je voulais peut-être terminer sur voilà une interrogation. Est-ce que le réductionnisme ne serait pas une manière de nous rassurer quelque part? Parce que ça nous conforte finalement cette vision-là dans la croyance que l'on sait.
alors que finalement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais même en tant que naturopathe, c'est plus confortable d'avoir des études en se disant bon bah je pense que ça va fonctionner parce que d'après l'étude cette action de telle molécule sur tel organe, voilà. Je pense qu'il y a une forme de voilà de confort quelque part à aller dans cette vision réductionniste. Mais tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, elle nous rassure d'une certaine manière. Il y Et a, ouais. et moi je me dis à contrario, est-ce que l'holisme ce serait pas une forme de lâcher prise par rapport à la confiance au vivant, tu vois? Est-ce que le lys ne serait pas une prise par rapport au vivant? C'est une Oui. forme de lâcher prise, c'est de se dire, ok, l'holisme, c'est de donner, de faire confiance, tu vois, quand tu parles des aliments, des plantes, c'est de dire, ok, je fais confiance. Si la nature a fait le brocoli dans cette forme-là, c'est que il y a une intention, que ce soit bien assimilable. Enfin voilà, Des- il y a un côté lâcher prise quand même dans l'holisme qui fait que de base, en fait, on a conscience qu'on maîtrise pas tous les paramètres qui sont en jeu. Alors, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui pour répondre à ta question. Il y a l'effet déjà blouse blanche. On se retrouve avec du coup des non-thérapeutes qui veulent endosser cette blouse blanche et montrer que ils savent des trucs, quoi. Déjà, c'est séduisant parce que, comme tu dis, c'est rassurant. On amène une étude, donc attention, ça a été validé par les pairs. Mais pour la personne qui n'est pas du coup, pour la personne profane, c'est-à-dire pour la personne qui ne sera pas habituée à avoir des études, elle n'aura pas cet esprit critique de dire qui c'est qui l'a financé. Parce que derrière chaque étude, il y a un financement. Qui a fait l'étude? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Et quelles sont les autres études contradictoires? Les gens ne vont pas en fait faire cette recherche-là. De l'autre, on est en fait dans un système naturel qui essaye de se faire reconnaître. Et ça, tu avais fait une vidéo là-dessus justement qui était très intéressante. On est sur un système qui cherche à se faire reconnaître, dont les instances cherchent à se faire reconnaître, dont ni toi ni moi, salut Salut Riti, un pote qui me fait un petit coup dans le passage. Euh, on est dans un système qui essaye de vouloir se faire reconnaître finalement et qui malheureusement, moi j'ai peur, va de plus en plus peut-être sortir de cette philosophie holistique justement, de cette vision Marchesso, de cette vision de la place de l'homme dans son environnement en sens extrêmement large. Je vais utiliser un mot exprès là maintenant qui va faire très peur. Je vais parler, ça va être provocateur, je vais Allez, allez. parler, je vais parler d'occultisme. C'est-à-dire que le terme occultisme, dans sa racine, signifie les choses que l'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles à l'état nu. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec la naturopathie, et même la science, des fois, repart dans cette direction-là, c'est que il y a pas mal de choses au niveau santé qui ne sont pas visibles. Le stress, votre quotidien, toutes ces lois physiologiques du vivant, toutes ces choses que vous pouvez, qui ne sont pas palpables, mais qui restent complètement de votre quotidien. Et la naturopathie prend toutes ces choses-là. On parle de terrain physique, de terrain émotionnel, on parle de terrain spirituel. On va là, on va loin en fait. On va loin sur des savoirs empiriques de l'époque. Et ce qui est marrant, c'est quand vous en parlez en catimini avec un médecin, il va être complètement d'accord avec vous. Mais par contre, sur les réseaux, il ne peut pas mettre en avant ce genre de choses. Et vous allez parler avec un ostéo, ils vont avoir exactement la même forme pyramidale de la construction, différents plans de l'homme. Pareil pour les ostéopathes, pareil pour les médecins, les médecins chinois, pareil pour la médecine hindoue et tout. Et nous, on va être complètement là-dedans sur ce savoir empirique, sans non plus négliger ce côté avancé en termes d'études. Euh, on va juste changer le prisme de vision. Si vous abordez un livre de micronutrition, prenez ces lunettes justement de holistique en disant comment fonctionne le monde, je réfléchis à élargir la question et je prends l'information et je la retriture, je la retravaille. Vous voyez, je vais la mûrir, je vais finalement être dans ce prisme, je crée de la santé et je ne lutte pas contre une maladie et je vois ce qu'il y a derrière. C'est comme ça qu'en fait vous arrivez à faire le grand écart entre ce savoir empirique de l'époque et en fait toutes les nouvelles études d'aujourd'hui, et c'est avec ça que vous arrivez à faire le lien. Voilà. Et j'espère que la naturopathie gardera son indépendance et gardera finalement cette vision de philosophique
de l'homme et son environnement, parce que ça, c'est fondamental. Je veux juste rappeler une dernière phrase que j'adore dire tout le temps, c'est que le système hormonal et neurotransmetteur n'est là que pour adapter notre physiologie au milieu extérieur, au sens le plus large possible. Donc, si vous avez le nez dans comment on appelle ça, un bilan biologique, vous pouvez passer à côté de tellement de choses. Et d'ailleurs, les meilleures grilles de lecture au niveau bilan biologique, et ça personne ne le dit sur les réseaux, vous prenez toutes les grilles de bilan biologique d'Hertog, vous avez une colonne value, c'est-à-dire la véracité de l'analyse. Et ça, c'est pertinent, parce que même là, vous voyez qu'il y a plein d'analyses qui sont peu pertinentes, peu probables. Je pense par exemple, pour être concret, au cortisol sanguin. Vous prenez une analyse de cortisol sanguin, value, low, ça veut dire complètement bas. Vous prenez un cortisol urinaire, oui, là vous avez une véritable véracité qui vont se rapprocher à ce que la personne va vous décrire avec ses mots. Et finalement, ce que la personne vous décrit avec ses mots et avec son corps, comme le fond précède la forme, va être pour moi beaucoup plus pertinent que ce que va me dire une analyse. Et si je me mets le nez que sur mon analyse, je perds la photo globale. Ouais, voilà. C'est ça. Et c'est ça la vision holistique. Et pour préciser, la science peut s'inscrire parfaitement dans la vision holistique. Elle n'est pas spécifique à la vision réductionniste. Voilà. Même si des fois on veut nous faire croire ça. La science devient dangereuse quand on a les lunettes finalement rapides et réductionnistes de je mets une molécule, et peut être complètement positive dès qu'on a ces lunettes et ce recul de le corps dans sa physiologie, dans sa biologie, marche par système qui marchent en interaction. Il y a une phrase que j'adore qui n'est pas du tout de moi. Etchart, je ne sais plus comment il s'appelle, Etchart, son nom de famille, un gars qui est super sur Internet, qui disait en fait que le foie tout seul n'est rien sans l'ensemble des systèmes qui travaillent avec lui. Un foie ne détoxifie pas sans l'ensemble des systèmes qui travaillent avec lui. Un foie sans diaphragme, il marche très mal. Hein. Un foie sans système sanguin, sans pompe musculaire. Pierre Etchart, pour ceux qui veulent la référence. Voilà. Et il a complètement raison. C'est ça finalement le processus de maturation de vision holistique. C'est de comprendre qu'aucun système ne marche sans l'interaction des autres systèmes organiques et sans finalement cette intégration dans son environnement au sens large. On parle toujours d'homéostasie. Moi, j'aime bien l'expression d'homéorésie, toujours de Pierre Etchart, où finalement, cette adaptation au quotidien qui est nécessaire à la santé est un petit peu comme un pendule qui viendrait chercher à chaque fois le milieu sans jamais l'atteindre. Il se rapproche, et hop, dès qu'il y a un autre changement, on s'éloigne et on reprend. On est toujours finalement en train de s'adapter. Cette adaptation est toujours à prendre en compte. Et vous le voyez en consultation, les gens qui manquent d'adaptation, là je m'éloigne un petit peu de notre sujet, je m'excuse, hein. Mais les gens qui s'éloignent finalement de cette adaptation au quotidien vont clairement perdre pied au niveau santé. On est dedans. C'est pour ça que là, ce matin, j'ai fait du froid. C'est pour ça que ce matin, j'ai fait du vélo. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais faire des tractions, parce que ça fait partie finalement des contraintes et de l'information que mon corps a besoin pour être en pleine santé. Et c'est le cas pour tout le monde. Voilà. Ouais. Je suis parti loin. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça l'objectif de Parole de Naturo, c'est qu'on puisse discuter, partir loin, se poser des questions. Et voilà, j'ai vraiment à cœur d'offrir cette tribune-là à toutes les sensibilités de naturopathes. Et je pense que la vitalité de la naturopathie passe par ces échanges, parfois ces désaccords. Et c'est vraiment important de faire ce travail-là. Donc, merci beaucoup pour j'aimerais rajouter une phrase qui va te faire kiffer. J'aimerais dire que la naturopathie n'est jamais sexy. C'est-à-dire que quand on vous donne une gélule, c'est sexy. On vous donne des gummies. C'est toi qui avais utilisé le terme, ça avait fait marrer. On vous donne des petites gummies. Ça, c'est sexy. Mais moi, je vous parle de sueur. Je vous parle de traction. Je vous parle de froid. Je vous parle de vélo. Je vous parle de à quelle heure vous vous êtes levé le matin, à quelle heure vous avez mangé, quelle est la température de votre main, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour faire en sorte que votre frigo soit rempli avec des vrais fruits et légumes. Ouais, là, on est sur du concret, on est dans le dur de la naturopathie. C'est jamais sexy. La tisane amère, la propolis hyper forte qui défonce la bouche. Enfin voilà, on est là-dessus. On est là-dessus. On n'est plus dans les packaging avec des belles boîtes, avec des marques, machin, truc. Ça, c'est
C'est, vous savez au fond de vous que ça marche pas. Vous le savez. Je vous apprends rien, hein. En fait, quand vous venez nous voir, vous voulez juste entendre ce que vous, la plupart du temps, vous savez déjà. Mais vous voulez des mots, finalement, sur vos mots MAUX. Voilà. Bon, allez, Bon, j'en dis pas allez, plus. je te laisse. Merci beaucoup et avec plaisir pour remettre ça. Allez, on se fait un petit double bichette comme ça pour terminer. Allez, Salut, salut! merci à tous.